Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette séance de séminaire annuel de l'Institut d'études lévinassiennes. Je rappelle pour ce qui touche aux activités de l'Institut que le cahier d'études lévinassiennes qui porte sur la question de la guerre est toujours disponible et actualité récente, aujourd'hui même sortait en librairie un livre d'entretien de Jean-Claude Milner avec Philippe Petit, qui s'intitule Considération sur la France, un titre fort mestrien. Oui. Pour un ancien Mao. Pourquoi pas d'ailleurs. Donc voilà, je rappelle que Relire la Révolution de Jean-Claude Milner est toujours disponible, ainsi que l'épreuve du collectif de Chilanus et le chapitre premier d'Avot et ses commentaires traduits par René Lévy, donc tout cela aux éditions Verdier. La prochaine séance se tiendra théoriquement à confirmer, mais le mercredi 24 mai par Johan Chapoutot, donc La peur dans la vision du monde national-socialiste. Le jeudi 8 juin, grand entretien de David Mühlmann et de Gérard Weichmann sur les rapports de la psychanalyse à la peur. Et enfin, mercredi 21 juin, René Lévy clôturera le séminaire par une intervention sur la terreur religieuse au centre de Montfleury. Les deux interventions précédentes auront lieu ici même à l'Université de Chicago. La dernière séance, assurée par Gilles, s'intitulait Variations sur la peur de Lévinas, où Gilles s'était attaché principalement à produire une interprétation de la phrase de Lévinas, qui a présidé à notre séminaire annuel, la peur sentiment par excellence. Donc, après avoir soigneusement distingué la peur de l'angoisse, Gilles était parvenu à énoncer la thèse selon laquelle la peur qui anticipe un danger, d'abord conscience présente de ce danger. Et au fond, s'autorisant d'une critique de la façon dont on pouvait envisager la peur aussi bien dans l'épicurisme que dans le stoïcisme, Gilles était parvenu à cette idée que finalement on peut dépasser, si j'ose dire, la peur, du moins l'indifférence qui pourrait en résulter, dans les pensées antiques, transmuer la peur finalement en intelligence éthique à travers la crainte du nom de Dieu, donc non plus crainte des dieux mais crainte de Dieu, c'est-à-dire crainte de son nom en tant qu'il se vocalise. Et crainte du nom qui peut être dépassée par la confiance comme anticipation de la vie. Donc ce soir, nous avons l'heureux plaisir d'accueillir pour une nouvelle fois Pierre Quay, qui nous proposera une réflexion épistémologique sur la question du développement durable, et notamment, je reprends ces termes, sur la place de la production dans le discours contemporain des sciences sociales. Je rappelle que Pierre Quay est l'éminent directeur du centre Jean Pépin au CNRS. Je lui laisse la parole. Oui, merci de votre présentation. La première fois, j'étais venu vous parler des rapports de la peur et du temps. Comment surmonter la peur en passant par la maîtrise de notre rapport au temps, relu à travers la leçon du stoïcisme impérial. Alors, on va procéder, jouer un peu au jeu des cadavres exquis. Je ne vais plus parler de la peur, mais je vais continuer à parler du temps, qui est l'un de
mes objets de réflexion, un objet de prédilection. Donc je vais revenir sur la question de notre rapport au temps, alors dans une perspective non plus morale, mais épistémologique, pour en faire la pierre de touche de la constitution de nos savoirs, et en particulier de nos sciences sociales, économie, droit, sciences politiques, sociologie, etc. Alors je ne vais pas le faire de façon abstraite, mais à travers ce qui m'apparaît aujourd'hui comme la question fondamentale de la construction du temps, de la construction de la durée, à savoir la production, si du moins on poursuit une approche globale, non pas solipsiste, une approche globale du réel, centrée sur les conditions mêmes de la vie humaine. Notre rapport au temps, en tant qu'il passe par la production, la question de la production, en tant qu'elle passe par la construction de la durée, a pour nom développement durable. À cet égard, je défendrai deux thèses aujourd'hui. Que le développement durable est une affaire de savoir, bien plus que de politique, et que sans doute la dimension épistémologique du développement durable n'est pas suffisamment développée. J'en prendrai pour exemple la situation de la sociologie des sciences contemporaines, ce qu'on appelle les science studies, qui se définissent un peu dans une situation, alors je cite Bruno Latour, post-épistémologique de l'écologie, et qui considère qu'il y a assez de science, mais pas assez de militance. Bon, je montrerai que les choses sont tout de même un peu plus complexes que ça. Et puis, deuxième thèse, que l'état actuel des savoirs, et en particulier des sciences sociales, ne contribue pas à la constitution du développement durable, que les sciences sociales, dans leur évolution actuelle, rentrent même en contradiction avec toute idée de développement durable, en tant qu'elles restent encore soumises au productivisme ou au néoproductivisme, et même le sont de plus en plus. Et je prendrai deux exemples extrêmement précis, l'un tiré du droit, ce qu'on appelle l'analyse économique du droit, et l'autre qui concerne les théories économiques, les théories de la croissance, ce qu'on appelle la théorie de la croissance endogène. Voilà. Donc ça sera deux points que j'aborderai un peu plus en détail tout à l'heure. Autrement dit, et c'est un peu le sens de mon intervention aujourd'hui, si l'on veut modifier notre système productif en fonction des contraintes écologiques, il faut opérer une révolution épistémologique dans les sciences sociales. Tout le monde parle de développement durable, mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce que cela signifie. Les écologistes les plus radicaux considèrent cette notion comme un simple slogan utilisé surtout par les entreprises pour justifier le statu quo du système productif au prix de quelques innovations technologiques visant à tirer un peu moins sur la machine. Il est sûr que sous cette forme, la plus répandue aujourd'hui, le développement durable ne suffira pas à assurer la durée de notre développement. Il reste que l'idée même de développement durable, ou dans l'expression anglo-saxonne, dans le syntagme anglo-saxon, de développement soutenable, autrement dit l'idée que le développement est une affaire de temps ou de tenue et de maintien, et là les deux syntagmes français et anglo-saxons sont équivalents, mérite assurément d'être poursuivi et défendu, et en particulier contre les partisans de la décroissance. Or, il n'y aura pas de développement durable sans une profonde transformation de nos savoirs et de notre rapport au savoir. Nos civilisations scientifico-techniques sont assurément des knowledge societies, c'est ainsi que la communauté européenne se définit, société de la connaissance. Les savoirs informent et transforment profondément nos vies, et il n'est aucune de nos actions, ou presque, qui ne repose sur des savoirs implicites complexes, que ces savoirs soient technologiques, l'informatique, ou idéologiques, le droit ou l'économie. Et j'entends par idéologie tout simplement des savoirs qui non seulement orientent notre action, mais qui prétendent aussi en dire la vérité morale. Simplement, l'évolution extrêmement rapide de nos connaissances nous laisse de moins en moins la possibilité de maintenir à leur égard une distance critique. Je montrerai que nos savoirs, dans ce qu'ils ont de plus moderne ou de plus postmoderne, et en cela, il n'y a guère de différence entre ces deux régimes de rationalité, que nos savoirs, et en particulier les sciences sociales, ne contribuent pas du tout, bien au contraire, à la transformation nécessaire de notre système
productif. Alors soyons clairs, hein, je ne suis pas technophobe, je ne suis pas misologue, bon, je n'en appelle pas au retour à l'âge de pierre comme âge d'abondance, selon un ouvrage célèbre des années 70. Je considère même que nos progrès technologiques apportent beaucoup au développement durable. Et je dis, alors ça c'est vrai que c'est une position très minoritaire, je considère que l'évolution des sciences physico-mathématiques ou des technologies pose moins de problèmes que l'évolution des sciences sociales, censées faire le lien entre notre système technologique et la société. C'est là le maillon faible. C'est essentiellement l'évolution des sciences sociales qui vient faire obstacle à la mise en place d'un développement véritablement durable. Alors dans un premier temps, je montrerai qu'il faut d'abord fonder le développement durable d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire essayer de définir ce qu'il est en tant que savoir, et non seulement en tant que pratique locale ou en tant que pratique technologique, et par là même essayer de le faire vivre et de le faire progresser comme l'on fait progresser un savoir constitué. Et puis dans un second temps, je montrerai que l'évolution actuelle des sciences sociales vient contrarier la constitution de ce développement durable en savoir. Alors fonder le développement durable d'un point de vue épistémologique, et à cette fin, je pense qu'il n'est pas inutile de distinguer le développement durable, d'un point de vue épistémologique, le développement durable de l'écologie. Ce n'est pas la même chose. Et c'est parce qu'on a tendance à les confondre qu'on peine à définir ce qu'est le développement durable. Les écologistes, et en particulier l'écologie politique, rejettent habituellement la notion de développement durable comme si celle-ci visait à se substituer à l'écologie et à la rendre inutile. En réalité, ces deux notions sont des savoirs complémentaires et, à mon sens, ont besoin l'une de l'autre. Mais pour construire cette complémentarité, il faut d'abord comprendre leur statut épistémologique respectif. Alors l'écologie, je vais définir l'écologie du point de vue épistémologique et puis ensuite je définirai le développement durable. L'écologie, c'est à la fois une méthode et des objets, et en cela l'écologie est véritablement une science, dite exacte, et non pas une idéologie. Elle ne devrait pas être une idéologie. La méthode, c'est l'étude des populations, de tout type de population, des populations vivantes, de tout type de population, dans leur milieu, dans leur biotope. L'écologie propose une approche globale du vivant, ce qui la distingue de la biologie, qui pour sa part en a une approche analytique. Oui, c'est extrêmement simple. Et les objets de l'écologie, ou plus exactement les problèmes bien spécifiques que l'écologie est amenée à traiter à partir de cette méthode, on peut en compter 5. C'est la question de la biodiversité et de sa diminution. Second point, c'est l'épuisement des sols et des ressources naturelles. C'est fil glace. C'est pas... Le troisième, c'est l'empoisonnement des sols, de l'air et des eaux. Le quatrième, ce sont les problèmes sanitaires qu'engendre la pollution. Et le cinquième, c'est le réchauffement climatique. Le développement durable, quant à lui, n'est pas de l'écologie proprement dit. Il ne traite pas directement de ces 5 grands problèmes, mais il réfléchit sur les conditions de production, et j'entends par conditions de production le capital, le travail et la technique, ces conditions de production soumises à la contrainte des problèmes écologiques. En faisant de la production non plus la cause de ces problèmes, mais l'une des clés de leur résolution. Le développement durable, en tant qu'il concerne les conditions de production, donc capital, travail, technique, est une question non pas de biologiste, mais d'économiste. Je ferai à cet égard 2 remarques. Bruno Latour juge que l'écologie purement scientifique est inefficace et qu'elle a besoin de s'inscrire dans un contexte, de s'appuyer en particulier sur l'écologie politique, c'est-à-dire sur de l'idéologie. De ce faire, je cite Latour, au nom d'eux, et en particulier au nom, je cite toujours Latour, au nom des opprimés et des inconnus. Mais n'est-ce pas précisément au nom de ces mêmes opprimés et de ces mêmes inconnus que les productivistes défendent la poursuite de la croissance sans modification de paradigme, selon l'argument bien connu que l'écologie est un luxe que seuls les pays riches
peuvent se payer. Donc limite de l'argument sociologique et idéologique. Si on veut rendre l'écologie scientifique efficace, il faut non pas passer par l'action politique, mais d'abord poursuivre la réflexion théorique à travers la question de la transformation des facteurs de production dans leur essence. Oublier cette dimension, c'est sauter une médiation, ce qui explique, à mon sens, l'échec historique de l'écologie politique. Il s'agit donc, pour constituer le développement durable en savoir, de conduire, pardonnez-moi cette présomption, de conduire une nouvelle critique de l'économie politique, comme Marx le fit en son temps, mais évidemment sur des bases radicalement différentes. La critique de Marx visait à résoudre la contradiction entre les rapports de production et les forces productives, entre les superstructures et les infrastructures, afin de libérer la production et les échanges de tout ce qui les entrave, de libérer le système productif de la mainmise d'une classe oisive, d'une classe rentière, pour le confier à ceux-là même qui produisent, c'est-à-dire finalement au service d'une conception productiviste, voire hyper-productiviste de l'économie. La critique que réclame notre temps vise de son côté à résoudre une nouvelle contradiction, plus fondamentale encore, celle entre les forces productives et les conditions de production, en tant que l'intensification du système productif finit par épuiser les conditions de la production, ce qui est évidemment impensable dans la théorie marxiste. Jamais formulé, jamais... Voilà. Et j'entends ici la notion de conditions de production de façon un peu différente de Marx, et j'oserais dire de façon transcendantale, c'est-à-dire les conditions de production sont tout ce qui nourrit et soutient le processus marchand de la production sans, sans être produit comme une marchandise, sans être produit selon les lois de la plus-value et du marché. Et c'est cela, la nature transcendantale de ces conditions, des conditions de la production qui ne relèvent pas de la production, c'est-à-dire les ressources naturelles, l'environnement, mais aussi l'éducation, la recherche, la culture, la formation des travailleurs eux-mêmes. Comme vous le voyez, toute une part de ces conditions de production dites transcendantales, Marx les range parmi les superstructures. Mais à mes yeux, les superstructures ne sont pas simplement, comme chez Marx, la transformation du surplus productif en structure de domination improductive, mais sont les conditions improductives de la production. Les superstructures d'une société en sont le soubassement. Et c'est en quoi elles méritent qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse à leur constitution. Or, par sa dynamique expansionniste, le système productif contemporain met en danger ou détruit ses propres conditions de production, sans être en mesure de les améliorer, ni même de les renouveler, comme en témoignent les nombreuses crises de la civilisation contemporaine qui, pour l'essentiel, concernent et affectent les conditions de production, avant même la production en tant que telle. Crise de l'éducation, crise de l'environnement, crise de la ville, crise de la civilité. Le capitalisme contemporain se sape lui-même parce qu'il met en danger ou détruit ses propres conditions de possibilité. Bref, la nouvelle critique de l'économie politique est quasiment l'inverse de celle de Marx, puisqu'il s'agit désormais de réintroduire dans le système productif ce que Marx considérait de son côté comme un blocage, c'est-à-dire les savoirs, les pratiques et les hommes qui ont le sens du temps, de la tenue et du maintien. Alors un petit point, mis au point sur cette question du temps. Quand on parle habituellement de développement durable, on pense à un développement capable de durer, sinon de créer de la durée. Mais en réalité, vu dans ce sens, en faisant de la durée le simple effet du développement, eh bien, on a une tautologie. Tout développement se développe nécessairement dans la durée en tant même qu'il se développe. La notion de développement contient la notion de durée. Bon. Et donc, on comprend que cette notion sert surtout au statu quo productif. Mais en revanche, si on renverse l'ordre de consécution des termes, si l'on fait de la durée le terme fondamental, le principe même du développement durable, si l'on pense le développement
durable à partir du sens du temps et de la construction de la durée, et non pas à partir de la transformation de la matière et de l'évolution socio-économique, alors le développement durable prend une toute autre dimension qui entraîne nécessairement une profonde transformation du système productif. On comprend donc mieux le sens de cette critique de l'économie politique que doit être le développement durable. Constituer les notions fondamentales de l'économie, le capital, le travail, la technique, sous le signe du temps, de sa construction, de sa durée. Alors si vous me laissez un peu de temps, je conclurai tout à l'heure sur ce point-là. Qu'est-ce que ça signifie, penser le capital, le travail et la technique sous le signe du temps et de la construction de la durée. Mais en attendant, je poursuis un peu ce montage épistémologique de la question. Bruno Latour, toujours lui, a à la fois tort et raison quand il dit que l'on n'a rien fait face à l'urgence écologique. Tort parce qu'en réalité, les notions de transition agricole ou de transition énergétique correspondent à une véritable évolution des choses et que les processus et les innovations technologiques tiennent de plus en plus compte de cette exigence-là. Mais raison aussi en ce que toutes ces initiatives manquent de cohérence, faute précisément de cette révolution épistémologique susceptible de procurer une théorie commune favorisant la convergence de toutes ces initiatives. Or, et là j'en viens à la partie critique, à la pars destruens de mon exposé, les principaux opérateurs des sciences sociales contemporaines ne vont pas du tout dans ce sens. Les sciences sociales s'inscrivent dans une double évolution, politique et productive, étrangère à toute idée de développement durable. La première évolution concerne les modes de gestion politique et administrative de nos sociétés, ce qu'on appelle la gouvernance. Les sciences sociales actuelles, le premier homme politique à avoir parlé de gouvernance en France, le terme est très répandu aux États-Unis, mais plutôt dans le management d'entreprise au départ, c'est Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il était Premier ministre, donc en 2003. Voilà. Les sciences sociales actuelles sont au service de la gouvernance. C'est la raison pour laquelle on appelle nos sociétés les sociétés de la connaissance, des knowledge societies. Les sociétés contemporaines sont devenues des machines, alors j'explique ce que j'entends par gouvernance, sont devenues des machines, des dispositifs complexes où les hommes sont enrôlés au service de la production. Marx comparait le capital à un grand automate, et c'est exactement ce à quoi correspond la situation contemporaine. La gouvernance, dans ce cadre, n'est rien d'autre que la régulation de ce grand automate, de cette machine, au point que la politique devient de l'ingénierie. La régulation et non la direction, car la machine est un automate qui fonctionne tout seul ou quasi tout seul. J'aime à rappeler cet événement politique qui a peut-être disparu de nos mémoires, mais le fait que la Belgique a connu 15 mois sans gouvernement, et je dois dire sans grand bouleversement, sinon la suspension de toute promotion dans la fonction publique. En tout cas, dans la haute fonction publique. Voilà. Bon. Mais un automate aux équilibres fragiles, instables, sur lesquels il faut toujours agir, mais de façon souple et minimale. Toute action trop lourde, trop directive, trop réglementaire, trop unilatérale, risquant, dans le cadre des systèmes complexes que sont devenus nos sociétés, d'avoir des effets pervers, accentuant les déséquilibres jusqu'au point de rupture. En tant que pilotage automatique, la gouvernance a un rapport au temps particulièrement pauvre, c'est au jour le jour. C'est l'automaticité de la machine sociale qui est censée assurer le renouvellement permanent du système productif, censé aussi stabiliser son processus de destruction créatrice et éviter qu'il ne vire à l'entropie. On retrouve l'idée néoproductiviste de la durée dépendant du développement et non pas selon notre définition forte du développement durable et non pas du développement dépendant de notre rapport au temps, de notre construction politique et morale de la durée.
La deuxième évolution, liée à la première, concerne notre logique productive. Elle implique la soumission de ce que j'ai appelé les conditions transcendantales ou les conditions improductives de la production, la soumission donc de ces conditions à la production elle-même, ce que l'idéologie néolibérale appelle la praxéologie. Alors, le terme de praxéologie, c'est un terme qui a été forgé par un peu le père de l'école de Chicago en matière de théorie économique, c'est-à-dire Ludwig von Mises, un économiste autrichien, dans son livre majeur qui s'appelle L'action humaine, et qui est un livre de 1949, donc qui est bien antérieur à la somme de Hayek. Voilà. Le juriste Maurice Horiou, grande figure très importante de la théorie du droit, en particulier du droit administratif. Le juriste Maurice Horiou, le père de notre droit administratif, ses premiers traités datent de la fin du XIXe siècle, dit une chose fondamentale qui, à mon sens, concerne au plus haut point le développement durable. Il dit que la tâche du politique consiste à construire des institutions et que la fonction des institutions consiste essentiellement à transformer les biens matériels et financiers en richesses statutaires et symboliques, ce qui constitue précisément les conditions non productives du système productif. Le développement durable repose sur notre capacité à transformer les fruits de notre production en opérateurs de protection et de conservation de la terre et des hommes. Or, aujourd'hui, ce processus de transformation est bloqué. Il y a de plus en plus de flux financiers qui nous traversent, mais ces flux restent abstraits et ne se traduisent par aucun enrichissement statutaire ou symbolique des hommes, bien au contraire. Vous voyez, à mon sens, le nœud de ce qu'on appelle la crise, ce n'est pas du tout les fluctuations de production, c'est le fait qu'on n'arrive plus à transformer les flux financiers en biens pérennes, en biens statutaires, en biens symboliques. C'est ça, à mon sens, le nœud de la crise contemporaine. Plus encore, ce sont ces biens statutaires et symboliques qui, à leur tour, se trouvent mobilisés par le marché, source d'enrichissement matériel et financier, au prix de leur dégradation. Appauvrissement symbolique, désinstitutionnalisation de la société, ce qu'on pourrait traduire par ce terme d'ubérisation de la société, et tout cela au milieu d'un véritable enrichissement financier, d'un enrichissement abstrait. La grandeur de des sociétés passées, c'est d'avoir réussi à construire un patrimoine symbolique sur lequel nous reposons encore à partir d'une croissance économique proche de zéro. Ah oui, c'est ça. L'histoire depuis 5 siècles jusqu'au 19e siècle, ce sont des taux de croissance extrêmement faibles. Et il est facile de voir qu'à partir de ces taux de croissance extrêmement faibles, mais vraiment extrêmement faibles, eh bien, il s'est construit des choses. Bon, là, on assiste au processus inverse, c'est-à-dire des croissances fortes qui, aujourd'hui, pour maintenir une certaine dynamique, sont obligés de commettre dans le système commercial, financier, monétaire, de plus en plus de biens symboliques statutaires. Je vais être un peu polémique. Quand j'étais enfant, dans mon livre d'histoire, une vignette m'avait beaucoup impressionné. On y voyait Bernard Palissy, réduit à la dernière extrémité, brûler les meubles et la charpente de sa maison pour aller jusqu'au bout de sa recherche. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On introduit dans le cercle de l'échange et de la marchandise, comme si on les jetait au feu, des biens qui devraient en être protégés simplement, et on le fait simplement pour avoir une flamme plus forte, pour avoir un meilleur bilan comptable, pour gonfler artificiellement les chiffres de la croissance, quitte à détruire les moyens de production des générations futures. Alain Supiot, dans son dernier livre, Le gouvernement par les nombres, dit une chose très juste, à savoir que le néolibéralisme, cette fameuse théorie de l'action humaine de von Mises, mais aussi la théorie du nomos
de l'ordre spontané de Friedrich Hayek dans sa somme Droit, législation et liberté de 1973, l'analyse microéconomique des rapports familiaux de Gary Becker, tout ça, ce qu'on a Hayek, Becker, c'est l'école de Chicago, l'école d'économie de Chicago. Eh bien, cette nouvelle théorie n'a rien à voir avec les théories économiques dites classiques ou néoclassiques du libéralisme économique en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle. Qu'il y a entre les deux doctrines du libéralisme économique une rupture radicale de nature épistémologique. Je pense qu'il faut prendre la mesure de cette rupture radicale. Lorsqu'on dénonce le libéralisme, je pense ou le néolibéralisme, on manque un peu ce que signifie cette rupture entre les doctrines antérieures et puis ce qui s'est mis en place à partir des années 50, à partir de la reconstruction et d'après-guerre. Et je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé d'un point de vue théorique dans la doctrine économique. La doctrine classique de l'économie repose sur l'idée qu'il existe un certain type d'actes, les actes patrimoniaux, qui consistent à gérer ses biens, actes qui, par leur nature, font preuve d'une rationalité supérieure aux autres domaines de l'action morale, et qui, en tant que tels, peuvent être formalisés par une science qu'on appelle la science économique. L'économie, selon les principes au demeurant de l'épistémologie traditionnelle, distingue donc un champ spécifique de la réalité morale qu'elle érige en science avec ses lois et ses axiomes. Mais dès que l'on quitte ce domaine spécifique des actes patrimoniaux, par exemple, lorsque vous jouez du piano, lorsque vous apprenez vos leçons, ou lorsque vous aimez, l'économie n'a plus rien à nous dire et c'est heureux. Voilà le statut de la doctrine économique jusqu'à Hayek. Or, ce n'est pas ce que nous dit, jusqu'à Von Mises, ce n'est pas ce que nous dit la praxéologie. La praxéologie nous dit qu'il n'existe pas à proprement parler d'actes patrimoniaux ou économiques, mais qu'en revanche, tous nos actes, tous nos comportements, quels qu'ils soient, ont des effets économiques. Ce qui signifie à la fois l'extension de l'économie, mais aussi sa dérégulation formelle. Il n'y a pas de rationalité économique, mais seulement des effets relevant de la théorie des systèmes complexes, de ce que Hayek appelle la boîte noire, qui rend vaine toute tentative de dirigisme économique par les États, une boîte noire que seul l'outil monétaire, et donc on rejoint là, on fait le lien avec la théorie monétariste de Milton Friedman, que seul le jeu sur les trois agrégats monétaires permet de réguler, donc de façon très abstraite et sans jamais ouvrir la boîte noire. C'est ça la grande idée du pilotage de l'économie américaine depuis Ronald Reagan à partir de la Banque centrale, de la Banque fédérale. Donc, c'est une idée très forte du point de vue idéologique parce qu'elle rend vaine toute tentative de dirigisme économique par les États. La praxéologie justifie par cette habile pirouette à la fois la marchandisation générale des sociétés, le fait que tous les comportements ont une traduction financière et rentrent donc dans les logiques du marché, et leur dérégulation, puisque ce sont des actes flous qui ne relèvent pas d'une rationalité relevant d'une science spécifique. Alors la réalité aujourd'hui, elle est double, c'est-à-dire que l'idéologie est praxéologique, et puis on se rend compte que toute l'industrie financière, en réalité, fonctionne sur une théorie des actes patrimoniaux. Voilà. Mais, si vous voulez, ça, c'est l'opérateur qui ne fonctionne que parce qu'autour, il y a l'idéologie praxéologique. C'est ça, il y a ce montage entre une théorie des actes patrimoniaux qui explique l'utilisation maintenant de tous les algorithmes, de tous les outils mathématiques pour le pilotage de l'ingénierie financière, et puis l'idéologie. Tout doit rentrer dans un système marchand pour nourrir cette économie et cette ingénierie financière.
On comprend bien ici que rien n'échappe à la logique de l'échange et surtout pas à ce que j'appelle les conditions improductives de la production. Se met en place une approche inclusive de la société. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion d'approche inclusive. Une approche inclusive de la société où tout est polarisé par la croissance économique au service de la mobilisation totale du système productif au risque de son épuisement. Approche inclusive du système productif qui rend désormais impossible la distinction que j'ai essayé de faire entre les conditions non productives de la production et la production elle-même, et qui fait de la production, de son renouvellement incessant, la condition de sa reproduction, selon la logique de la destruction créatrice. Or, il me semble qu'à partir du moment où on ne peut plus distinguer la production de ses conditions improductives, on ne peut plus espérer former un développement durable. Voilà. Or, les sciences sociales sont au service, dans leur évolution actuelle, sont au service de cette logique inclusive et globale de la production, et plus généralement de la constitution de la société en machine. Et je prendrai à cet égard deux exemples très précis. L'un tiré de l'économie, la théorie de la croissance endogène, et l'autre du droit, l'analyse économique du droit, deux théories aujourd'hui particulièrement dominantes dans leur domaine. Je commence par la théorie de la croissance endogène, et endogène voulant dire inclusif. On va travailler sur cette notion de société inclusive, de croissance endogène. Voilà. Depuis quelques années se développe donc dans le champ de la science économique une nouvelle théorie de la croissance, dite théorie de la croissance endogène. Alors, en France, elle est défendue, brillamment défendue, par un économiste célèbre, professeur au Collège de France, qui s'appelle Philippe Aghion, A-G-H-I-O-N, et qui est le conseiller économique du nouveau président de la République. Mais il faut être juste aussi. C'était déjà c'est une théorie qui, à mon sens, explique, par exemple, les réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche engagées par Nicolas Sarkozy dès 2007. Et je vais expliquer pourquoi ces réformes-là relèvent de ce type de théorie. Permettre, puisque la saison est propice, je vais me permettre une petite note de politique contemporaine. L'histoire politique contemporaine, une fois les querelles apaisées, dira la vicariance entre la présidence de Nicolas Sarkozy, celle de François Hollande et celle du nouveau président, et précisément une vicariance autour des nouveaux outils théoriques de la gouvernance. Alors, la théorie de la croissance endogène. Cette théorie vise à intégrer et à formaliser dans ces modèles un certain nombre de paramètres extramarchands ou paramarchands, et tout particulièrement l'éducation, la recherche, l'invention technique, l'amélioration des compétences humaines, jusqu'alors négligées dans l'explication de la croissance. Alors je passe l'origine schumpeterienne de ces théories. Aghion, dans le début de son gros manuel, fait expressément référence à Schumpeter. Bon, il serait facile, effectivement, de créer le lien. Mais je montrerai que la théorie, la théorie classique ou néoclassique ne tient pas compte de cette dimension-là. En effet, les théories antérieures, théories économiques antérieures, soutiennent que la croissance résulte de l'accumulation du capital physique et de l'accroissement de la main-d'œuvre, conjugué à un facteur exogène, qu'est le progrès technique, qui permet d'accroître la productivité du capital et de la main-d'œuvre. Mais la technique ici, dans ces théories traditionnelles, dirons, la technique reste un facteur exogène qui évolue selon ses propres lois, les lois de l'esprit et de l'ingénium humain, et sur lequel le système économique n'a pas réellement prise. C'est à ce point que ce facteur exogène, la théorie économique, le traduit par une constante. Il rajoute un facteur 1, enfin peu importe. Pour eux, c'est stable. C'est exogène, et donc on n'a pas à le faire varier, à le faire monter ou descendre. Il n'y a
aucun critère du point de vue de la science économique qui justifierait de le faire, du point de vue de la science économique. Ce qui correspond donc à cette fameuse logique disciplinaire, régionale, de l'économie, de la théorie économique classique ou néoclassique. C'est pourquoi cette doctrine traditionnelle ne prétend pas rendre raison de la croissance même du progrès technique, ni de la logique de ses inventions et de son développement, qui reste en dehors de la compréhension et de la formalisation économique. La théorie de la croissance endogène, et c'est en quoi elle est endogène, essaie de son côté d'intégrer la dimension qualitative des savoirs et des compétences à la logique productiviste du capitalisme, à faire des hommes et de leur culture un capital humain, et de ce capital humain une ressource productive ou reproductible sur le même modèle que le capital physique ou financier. Et c'est quand la communauté européenne se définit comme Knowledge Society, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Ce terme-là signifie ça. On retrouve bien là l'esprit de la praxéologie, avec cette idée que non seulement le progrès technique stimule la croissance, mais aussi, et inversement, et cela est nouveau, que la croissance en elle-même stimule le progrès technique, qu'on a donc un rapport bijectif. Le but de la théorie de la croissance endogène est d'intégrer la production même du progrès technique à l'ensemble du système productif, en le corrélant étroitement à la croissance, en un cercle qui se veut vertueux entre la hausse du PIB et le progrès technique, entre la production sociale et l'inventivité technique, selon un raisonnement qu'il faut bien avouer est tout de même un peu pauvre et simpliste. Plus il y a de croissance, plus il est possible d'investir dans la recherche et le développement. Plus on investit dans la recherche et le développement, mais c'est ça le raisonnement, plus on multiplie les inventions et les brevets, et plus on multiplie les inventions et les brevets, plus on stimule la croissance. Donc on a toute une série d'inférences qui en réalité ne vont pas de soi, loin de là, qui ne vont pas de soi, et qui chacune mériterait d'être questionnées. Bon, on ne va pas le faire ce soir. Donc cette théorie de la croissance endogène, tout comme la praxéologie, n'a d'autre but que d'étendre, de façon, il est vrai, moins spontanée, plus interventionniste, plus européenne en quelque sorte, les principes de l'économie de marché à l'ensemble des pratiques humaines, en l'occurrence à la recherche, à l'éducation, à l'information et à tout ce que l'on range sous le terme d'économie de la connaissance. Ici, le progrès intellectuel et technique n'est pas un don du ciel ou de l'intelligence et de la culture des hommes, mais le résultat direct du système productif et marchand. La connaissance est un bien économique produit et consommé comme les autres produits, ce qui signifie finalement que les savoirs et la culture ne sont rien d'autre que des produits de l'économie. Voilà donc brièvement tracé cette théorie, et en quoi, comme vous le voyez, elle est au service de la destruction créatrice et non pas du développement durable. Autre modalité de gestion des sociétés, cette fois-ci non pas à travers l'économie mais à travers le droit, ce qu'on appelle depuis les années 60, 70, aux États-Unis en tout cas, l'analyse économique du droit, et qui, en France, en tout cas, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, a fait un grand bond à partir des années 2005-2007. Je crois que le président de la Cour de cassation, Burgelin, qui présidait la Cour de cassation, était un grand amateur de ce type de jurisprudence. Voilà. Et donc, c'est un type de jurisprudence qui se développe aujourd'hui dans les cours supérieures de notre droit. Alors c'est un nouveau mode d'interprétation du droit qui vient des États-Unis, encore une fois de Chicago. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le bon endroit pour parler. Je le dirai à Robert Morisset, que j'ai fait une présentation de l'école de Chicago, à la fois économique et juridique. Donc ce sont deux écoles à part, mais qui sont en fait totalement convergentes, et dont la grande figure est un juriste, non pas un économiste, qui s'appelle Richard Posner,
et qui a beaucoup écrit dans les années 70. Et donc on pourrait noter ce singulier parallélisme de temps et de lieu entre la théorie économique et la théorie juridique aux États-Unis. Et donc, théorie qui se répand en Europe à partir des années 2000, en particulier à travers le droit européen. Bon. L'analyse économique du droit est un prolongement de l'utilitarisme. Elle consiste à calculer les effets économiques des décisions de droit et à les intégrer dans la logique même de la décision du juge. Voilà. Il ne s'agit donc pas, comme dans ce qu'on appelle le droit économique, d'introduire des principes juridiques pour régler le système productif. Ça, c'était l'évolution du droit entre les années 30 et les années 70-80. Il y a une grande rupture avec l'arrivée de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher. Bon, mais c'est radicalement l'inverse. Il s'agit d'introduire l'économie dans le droit pour mettre le droit et la société qui l'ordonne au service de la logique productive. Ce qui compte ici est moins le droit et ses principes que son efficace économique et ses effets pragmatiques sur les systèmes productifs. Tout commence par un article d'un économiste anglais, professeur à Chicago, prix Nobel d'économie en 1991, Ronald Coase, article sur le coût social de la pollution, et qui est un article d'octobre 1960. Ça, c'est vraiment un article fondateur. Et je vous résume brièvement le cas de figure à partir duquel Ronald Coase met en place les éléments de ce type de jurisprudence. Une usine s'installe au bord d'un fleuve qu'elle pollue. Le droit traditionnel impose à l'usine de dédommager les riverains. Ce dédommagement, certes, n'est pas justifié par le dommage causé à la nature, mais simplement par l'atteinte à la propriété des riverains, à leur droit de jouissance et par la dépréciation de leurs biens fonciers et immobiliers qu'entraîne la pollution fluviale et atmosphérique. Je pense que c'est un cas réel qu'aborde Coase. Coase, et c'est le fondement de l'analyse économique du droit, dit que le trouble de la jouissance est réciproque, c'est-à-dire que la présence des riverains est un obstacle à l'activité de l'usine au même titre que la présence de l'usine est un obstacle à la jouissance des riverains. C'est ça et on voit bien la logique endogène, inclusive. C'est une machine. Que l'usine contribue au bien social et qu'il faut donc faire la balance réciproque des coûts et des avantages qu'implique l'installation de cette usine. De sorte, évidemment, vous l'avez bien compris, que le dédommagement s'en trouve fortement réduit et que donc se trouve accrue la licence à polluer. Bon. On voit bien ici qu'en réalité, l'analyse économique du droit s'est construite précisément pour contourner le droit de l'environnement. Il n'est pas étonnant que l'article fondateur porte sur ces questions-là. Ça aurait pu être toute autre affaire, mais c'est là-dessus. Et donc, selon une approche productiviste des interactions sociales. Autre exemple, concernant le droit de l'environnement, et qui relève de la même logique, ce qu'on appelle le système des quotas d'émissions carbone négociables sur le marché. Alors j'explique un peu le principe de ce système. Au lieu de fixer des seuils d'émissions valables pour tous, avec une contrainte pénale en cas de dépassement, le droit, inspiré par les principes de l'analyse économique du droit, a inventé un marché qui permet aux entreprises les plus polluantes d'acheter aux entreprises les moins polluantes leurs droits d'émission. Le marché se substituant à la contrainte de la puissance publique au nom de cette idée, alors proprement néoproductiviste, peut-être qu'au cours du débat, nous serons amenés à définir ce qu'est le néoproductivisme, au nom de cette idée particulièrement néoproductiviste que la hausse des coûts de production qu'implique l'achat de ces droits d'émission devrait servir d'incitation à la recherche technologique, devrait inciter les entreprises à investir dans la recherche technologique pour abaisser leur pollution et donc leurs coûts
Voilà, c'est un progrès, parce qu'avant, ils ne payaient rien, c'était des externalités négatives qui ne rentraient absolument pas dans leur comptabilité. Donc, sans avoir à changer leur mode de production. Ce sont à chaque fois des améliorations à la marge, des améliorations technologiques à la marge. L'analyse économique du droit utilise les outils économiques pour rendre compte des droits et de leur efficacité sans s'intéresser fondamentalement au pourquoi du droit. Mais le droit vaut pour lui-même, il n'est pas, une apologie du droit comme savoir fondamental, il n'est pas une simple science auxiliaire de l'économie, ni l'instrument de son développement, il a une fonction anthropologique, distincte et complémentaire de l'économie. Si le but de l'économie est bien de produire de la richesse, et précisons-le, de la richesse comptable, le droit, de son côté, s'efforce de patrimonialiser ces richesses et de les mettre au service de l'institution civile des hommes. Pas pareil. Le droit assure ce passage des biens matériels à la richesse statutaire et symbolique que je définissais tout à l'heure comme la condition fondamentale du développement durable. C'est la pertinence de cette dernière tâche, la tâche même de la civilisation, de la civiltà, disent mes humanistes, de la civilisation et de la dignification de l'homme que dénient ces nouveaux systèmes normatifs. Bref, et j'en reviens à ce que je disais au début de mon intervention, nous avons les instruments scientifiques et technologiques pour le développement durable, mais nous n'avons pas les instruments intellectuels pour les mettre en œuvre et pour les orienter en vue de ce développement. Alors, si vous en avez la patience, j'ai une seconde partie plus constructive. Et j'aimerais vous proposer quelques pistes sur ce que l'on peut faire à cet égard. Voilà. Donc là, je suis aux 2/3 de mon topo. Voilà. Donc, je ne prétends évidemment pas refonder les sciences sociales, mais je prétends, j'ai la présomption de leur fixer un nouveau but, autre que la gouvernance et la mobilisation totale du système productif dans les conditions que j'ai décrites. Je pense en effet que la mission des sciences sociales est de contribuer au renouvellement de la critique de l'économie politique. Voilà, pour le dire simplement. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire, critique de l'économie politique? C'est-à-dire contribuer à la transformation des notions de capital, de travail et de technique. Voilà, la tâche, le chantier. Notion de capital, de travail et de technique que requiert un développement vraiment durable. J'ajouterai qu'un tel but devrait aussi permettre de rapprocher sciences humaines et sciences sociales. J'ai dit que nous allons parler d'épistémologie aujourd'hui, rapprocher sciences humaines et sciences sociales, que le devenir machinique des sciences sociales aujourd'hui nécessairement rebute. Il y a un conflit entre ces deux disciplines aujourd'hui. Ce qu'on a appelé la mort de l'homme n'est que le symptôme d'un conflit épistémologique entre sciences humaines et sciences sociales. Il faudrait ici faire le point sur le rapport entre les sciences humaines et les sciences sociales, c'est-à-dire, et je vais définir ces deux types de savoir, plutôt que sciences, ces deux types de savoir, c'est-à-dire entre la connaissance des opérateurs symboliques de l'homme, c'est comme ça que je définis les sciences humaines, et les savoirs de leur mise en œuvre et de leur fonctionnement collectif. Et c'est ainsi que je définis les sciences sociales. Alors, on peut débattre sur les définitions, mais en tout cas, c'est ainsi que je conçois leur articulation. Je vous propose donc de conclure ma réflexion en vous exposant brièvement mon approche du capital, du travail et de la technique, vue sous le couvert du temps, sous le couvert de la construction de la durée, au service de cette nouvelle critique de l'économie politique qu'appelle nécessairement le développement durable. Alors je vais commencer, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le capital. On parle beaucoup du capital et à juste titre. Le capital est la grande affaire de notre temps, comme elle le fut à l'époque de Marx. On parle même de Capital.2. Cependant,
Cependant, je ne partage absolument pas la position de l'économiste Thomas Piketty, à qui nous devons cette formule brillante, qui juge que pour restaurer l'égalité nécessaire à la multiplication des interactions sociales, elles-mêmes conçues comme condition de la croissance, il faudrait dissoudre le capital dans les flux des revenus à travers une augmentation des prélèvements fiscaux en vue de leur redistribution sociale. Je vois bien en quoi ce type de politique peut favoriser l'égalité sociale, mais je ne vois pas en quoi cette façon d'assurer l'égalité sociale peut contribuer à rendre durable le développement durable, le développement économique. Il me semble tout au contraire que pour construire la durée nécessaire au développement, il faut non pas dissoudre le capital dans les flux, mais tout au contraire, extraire une part du capital social des flux économiques et financiers. Ce capital extrait des flux, c'est ce qu'on appelle depuis longtemps le patrimoine. Et je vais faire un point de terminologie sur cette notion de patrimoine. Certes, chez le banquier, capital et patrimoine signifient exactement la même chose. Simplement, l'un est un terme d'économiste, c'est le capital, et l'autre est un terme de juriste, le patrimoine. Et vous voyez, en partant de deux notions équivalentes, au départ équivalentes, mais l'une dans la terminologie d'un savoir et l'autre dans la terminologie d'un autre savoir, eh bien, vous allez voir comment on peut construire des dialectiques, des divergences et des divergences dialectiques. Voilà ce que je vais essayer de montrer autour de cette notion de patrimoine. Cette simple distinction de vocabulaire est susceptible, en effet, d'avoir les plus grandes conséquences. L'un, le capital, est lié au court terme. L'autre implique un peu plus une idée de long terme, mais c'est une idée qu'il faut construire, qui ne va pas de soi. L'un, le capital, n'a pour fin que lui-même, son propre accroissement, tandis que le patrimoine est d'abord, et là je vais utiliser des termes de droit. Le patrimoine est d'abord pour les juristes je mets les guillemets, du capital affecté à une mission. Voilà, du capital affecté à une mission. Que cette mission vise simplement l'entretien et la conservation de la vie de son détenteur, et là c'est le patrimoine dont nous parle le banquier, c'est le patrimoine privé qui équivaut au capital, ou alors remplit une mission de service public, et alors le patrimoine devient ce qu'on appelle le domaine public, et là on se rend compte qu'on est dans des régimes juridiques qui n'ont plus rien à voir avec les régimes du patrimoine du banquier, mais plus rien à voir. Ou alors, plus récemment, dans l'évolution du droit, ou alors vise sa transmission, tous les mots comptent ici, vise sa transmission intégrale à l'ensemble de l'humanité en raison de sa valeur intrinsèque. Voilà, j'ai ici formulé la définition de ce que les juristes appellent le patrimoine commun de l'humanité. Patrimoine du banquier, domaine public, patrimoine commun de l'humanité, c'est à chaque fois la même notion juridique qui est à l'œuvre. Bref, le patrimoine, quel qu'il soit, c'est du capital institutionnalisé. Une institutionnalisation qui, certes, sert la production, mais qui surtout constitue les conditions improductives de la reproduction de la vie, comme en témoignent le domaine public et le patrimoine commun de l'humanité. Il me semble que cette notion juridique de patrimoine est bien plus englobante, là je vais faire un peu de politique, bien plus englobante que la notion politique de commun qui est très à la mode aujourd'hui. Plus englobante et plus efficace pour garantir la démocratisation du capital dans le respect de l'environnement au service du développement durable. Les communs est la solution que préconise la gauche radicale pour dompter le capital et le mettre au service des hommes, sous prétexte
que l'économie est un système collectif qui repose sur des interactions complexes et récursives, c'est-à-dire où l'effet influe en retour sur la cause dont il est l'effet. Où la consommation conditionne la production autant que la production conditionne la consommation, d'où évidemment le thème du revenu social d'insertion ou plus encore du revenu universel. Complexité des interactions économiques et sociales qui modifie assurément le sens même de la justice, c'est-à-dire où il est de plus en plus difficile d'attribuer à chacun un prix individuellement ce qui lui revient selon sa place et sa fonction dans le système productif. Et ça, c'est un raisonnement que je comprends. Je veux dire, je ne vais pas rentrer, c'est un raisonnement que je comprends qui a son importance. Mais les libéraux ont bien vu que l'approche communiste du capital restait totalement étrangère à toute considération écologique, et l'histoire des grands États communistes du XXe siècle en témoigne. L'écologue américain, l'économiste américain Garrett Hardin, dans un article de 1966, évoque, c'est un terme qui est connu, la tragédie des biens communs, selon laquelle la rationalité économique doit a priori pousser des individus qui se partagent un bien en commun à le surexploiter sans souci de préservation et de conservation, en une sorte d'égoïsme sacré où l'on se réserve les bénéfices pour faire porter les charges sur les autres. Et de fait, la situation des pêcheries aujourd'hui, de la pêche, semble bien justifier une telle critique. Il est vrai, hein, on va raffiner cette théorie des communs, il est vrai que le prix Nobel d'économie 2009, Madame Elinor Ostrom, s'est efforcée de montrer, à travers ses travaux sur la gestion des nappes aquifères en Californie, s'est efforcée de montrer que depuis longtemps et presque partout dans le monde, des collectivités ont pu et peuvent encore gérer de manière économiquement optimale des biens communs à travers la création, je la cite, d'arrangements institutionnels, évitant ainsi à la fois tant leur privatisation que leur gestion par la puissance publique. Là, on reconnaît bien une certaine idéologie anglo-saxonne qui se méfie, qui tout en ayant une grande idée de la collectivité, se méfie du big government. Il s'agit donc d'un troisième cadre institutionnel, ni privé ni étatique, dans lequel des communautés autogèrent collectivement des biens communs, ce que Elinor Ostrom appelle « common pool resource ». Et elle a montré que ces arrangements institutionnels, fondés notamment sur les relations de confiance entre utilisateurs, avaient permis la gestion collective de nombreux écosystèmes sans conduire à leur effondrement. Je dirais, pour conclure sur cette question du capital, du patrimoine et des communs, je dirais simplement que peu importe le cadre institutionnel, propriété privée, propriété publique, ou auto-organisation collective de l'usage, à partir du moment où se trouve défini, comme c'est au demeurant le cas dans les exemples mêmes d'Elinor Ostrom, où se trouve définie une mission d'intérêt général à cette gestion, et où est mis en place un cadre organisationnel pour remplir cette mission, ce que le droit public français, et on trouverait la même chose dans le droit public allemand, à la même époque, à la fin du XIXe siècle, ce que le droit public français, depuis Maurice Horiou, depuis le début du XXe siècle, appelle une institution. Une institution, c'est une mission et une organisation avec un patrimoine nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Le terme latin « res publica », on parle beaucoup de république, plus en plus de république. Le terme latin de res publica, il faut le traduire par patrimoine public. Patrimoine public au service du service public. C'est là les fondements de la République, aussi bien de la Troisième République que de la République romaine. Voilà. Donc, dès qu'on sort de ce cadre, je ne sais pas de quoi on parle lorsqu'on utilise le terme de République. Le commun n'est viable que s'il est institué, réglé, gouverné, et donc le commun, dont parle Elinor Ostrom, n'est en réalité
qu'une catégorie du patrimoine, c'est-à-dire du capital institué. Alors le travail, quelques pistes aussi sur la question du travail. Vu sous le couvert du temps, le travail ne consiste pas simplement à assurer la production, mais aussi les conditions non productives de la production et de la reproduction. J'en ai parlé, l'enseignement, la recherche, la justice, la santé et tout ce qui contribue à protéger l'homme et la nature de la dévoration productive. Alors, je ne vais pas parler, mais il suffirait simplement de signifier que le succès de ces nouvelles morales ou de ces nouvelles sociologies, ce qu'on appelle le care ou ce qu'on appelle les gender studies, exprime cette question-là, évidemment. John Tronto, une papesse des gender studies, dans un joli livre qui s'appelle Un monde vulnérable, dit une chose qui au demeurant reconduit à la différence sexuelle, mais dit que la révolution industrielle marque l'exclusion des femmes du monde économique et la dévalorisation de tout travail qui n'est pas directement productif. Donc on retrouve dans la mise dans ces nouvelles pistes-là, cette idée que le travail n'est pas simplement un travail productif. Ces deux exemples montrent que le travail en réalité se dédouble. Chaque acte productif doit être accompagné d'un acte improductif qui lui permet de se reproduire et surtout de s'inscrire dans la durée. Et je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le care ou avec les gender studies, un exemple tiré d'une question qui m'intéresse, le droit de l'aménagement du territoire. Et c'est une loi qui a 40 ans, c'est une loi de 1976, vous voyez. C'est ce qu'on appelle, en droit de l'urbanisme ou en droit de l'aménagement du territoire, la théorie de la compensation qui s'applique aux maîtres d'ouvrage. L'idée est que tout maître d'ouvrage doit, je cite la loi, éviter, réduire et surtout compenser les impacts de ces projets sur les milieux naturels. Alors, on pourrait gloser cette loi, dire que c'est une conception néoproductiviste, etc., avant même que cette notion de néoproductivisme émerge, puisque c'est une notion des années 80. Bon, c'est vrai, mais il reste que ça veut dire que toute destruction d'un milieu naturel par construction d'un édifice doit être compensée par la restauration engagée par le maître d'ouvrage d'un autre milieu dégradé. Et en particulier, nos parcs naturels se sont développés à partir de cette loi. L'opération est dédoublée, puisque ce qu'on détruit, on doit le reconstruire, donc il y a 2 fois plus de travail. 2 fois plus de travail. En dissociant la production de ces conditions de possibilité, nous dédoublons notre agir entre sa dimension productive et sa dimension à la fois improductive et reproductive. En dédoublant notre agir, nous redoublons de travail. Alors nous avons assisté récemment, au cours des primaires de la gauche, j'en profite, à un débat très important sur le travail avec 2 positions tranchées. C'était peut-être l'un des moments les plus intéressants d'une période, d'un moment. Bon, bref. La position de l'aile droite du Parti socialiste, position travailliste au sens traditionnel du terme, pour laquelle l'automatisation et la robotisation de la société engendrent de nouveaux métiers, mais toujours dans un cadre productiviste, donc engendre de la croissance, etc. La position de l'aile gauche, pour laquelle l'automatisation et la robotisation de la société engendrent des gains de productivité propices à une redistribution sociale de ces gains dans le cadre d'une société d'abondance et de société du temps libre, favorisant l'abaissement du temps de travail, et finalement toujours dans un cadre productiviste, sans tenir compte de la nécessité de redoubler le travail pour parer aux effets anthropiques de la production. La situation, à mes yeux, ne nous conduit pas vers une société festive, une société de loisirs et de temps libre, mais bien plutôt vers une société de plus en plus responsable de ses actes productifs, de plus en plus attentive à son rapport productif au monde, et par conséquent de plus en plus active, selon une action non pas instinctive, mécanique, animale, de ce qui courbe l'environnement en fonction de notre puissance d'agir, mais bien plutôt selon une action réflexive
sur ses propres actes, pas de responsabilité sans réflexivité, réflexive donc nécessairement redoublée, et qui plutôt que de recourber l'espace et le temps sur nous, ce que fait un peu notre système productif, le dilate, d'où l'intérêt à mes yeux de l'architecture, qui est un art de la dilatation du temps et de l'espace, mais c'est une autre question. Ce redoublement du travail n'est pas nécessairement une contrainte en une époque comme la nôtre, où règne le chômage de masse. Encore faut-il que notre système économique et politique soit en mesure de mieux organiser la relation dialectique entre la part productive du travail et sa part improductive et reproductive. Ça, il me semble que c'est vraiment la tâche aujourd'hui du politique. Dernier point, et puis nous terminerons là-dessus. Dernier point, qu'en est-il de la technique vue sous le couvert du temps et de la construction de la durée? La technique pose exactement le même type de problème que le travail. Quand on parle du travail, on pense exclusivement au travail productif. De même, quand on parle de la technique, on a essentiellement en tête les techniques productives, ce qu'on appelle les technologies. Pourtant, quand on lit et quand on écrit, pour prendre des techniques simples et fondamentales de notre vie, techniques que l'on ne songerait pas à appeler technologie. Quand on écrit, quand on lit, quand on écrit, et il y a bien d'autres exemples de ce genre, même si c'est dans le cadre de notre travail productif, on se rend compte que les savoir-faire que nous mettons en œuvre à cette occasion dépassent largement le simple cadre productif pour concerner un rapport beaucoup plus profond et immanent à notre façon d'être au monde. Rappelons que sans la lecture et l'écriture, nous resterions une société de chasseurs-cueilleurs. Avant d'être productives, les techniques forment, selon l'expression d'un paléontologue célèbre, André Leroi-Gourhan, qui s'est intéressé précisément au rapport que les hommes de la préhistoire ont entretenu avec leurs outils. Elles constituent donc, je cite Leroi-Gourhan, l'enveloppe protectrice que l'homme forme autour de lui. Ou encore, une sorte de membrane qui filtre les rapports de l'homme entre son intériorité et son extériorité, entre sa puissance d'être et le monde. Que cette enveloppe aujourd'hui prenne la forme de cette course à la production, que l'homme ressente le besoin de multiplier ses prothèses techniques pour se protéger, montre que finalement sa peur de l'extériorité et l'incertitude de son être au monde n'ont pas décru depuis les âges farouches et l'invention du feu. Je vais conclure, toujours sur cette question de la technique, sur une note un peu plus métaphysique. Et je vais vous proposer de réfléchir à la définition de la technique que nous donne un philosophe qui m'est cher, Proclus. Alors, je ne vais pas vous faire devant vous mon petit topo habituel sur le néoplatonisme, synthèse de 1000 ans de philosophie, matrice de 1000 ans de philosophie postérieure. Bon, je laisse tomber tout ça. Je dirais simplement que le néoplatonisme est d'abord une philosophie de la production. Je veux dire par là une philosophie qui pense l'être comme production, comme déploiement, comme diffusion, comme dispensation. Mais c'est aussi, philosophie dialectique, mais c'est aussi une philosophie qui est consciente que toute production, toute diffusion d'être, et là on est dans le domaine purement métaphysique, il ne s'agit pas d'anthropologie, que toute dispensation, que toute diffusion d'être risque de se payer au prix de l'épuisement, de la dispersion et de la disparition. Et le néoplatonisme a un terme qui revient extrêmement souvent, on n'y fait pas suffisamment attention, aussi bien chez Plotin, chez Damassus que chez Proclus, c'est le terme de skédasis. Et alors, il y a 4 ou 5 paronymes, je voulais pas faire... Bon, skédasis. Et ce terme de skédasis, ça je m'en suis rendu compte récemment, eh bien il est tiré que je dise pas de bêtises, il est tiré des travaux et des jours d'Hésiode. Et la skédasis, c'est la dispersion des mots hors de la boîte de Pandore. Voilà.
Ça, c'est l'origine de ce terme tellement important dans le néoplatonisme, c'est l'origine hésiodique. Comme, il y a pas mal de choses, le néoplatonisme est aussi un commentaire des grandes mythologies antérieures, et Hésiode, comme Homère, occupe une place très importante. Donc vous voyez, les hommes n'ont pas attendu l'Anthropocène et l'écologie pour se poser ce genre de questions. Pour Pline l'Ancien, par exemple, le monde est en constant vieillissement et en voie de stérilisation, donnant des récoltes de plus en plus maigres. Les stoïciens croyaient le monde soumis à l'ecpurosis, incendie, déflagration générale, extinction des espèces, dit-on aujourd'hui, à des catastrophes universelles qui reviennent régulièrement et qui sont nécessaires pour que le monde se régénère. Le néoplatonisme est plus dialectique. Il pense en même temps l'énergie de l'être, son expression, sa diffusion, mais aussi son épuisement. Et plus encore, il s'efforce de concevoir un dispositif métaphysique très sophistiqué, ce que j'appelle la différence énologique, la différence entre l'être et l'un, et un dispositif vraiment inédit dans l'histoire de la métaphysique, pour justifier une production de l'être qui tienne et se maintienne dans sa diffusion, comme en témoigne par exemple la définition très singulière de la technique que donne Proclus dans son commentaire au Timée de Platon. Proclus définit en effet la tâche de la technique comme ce qui limite, je le cite là, comme ce qui limite l'autoprocession de l'être, autofuèse, et qu'il la limite et non pas qu'il la transforme ou qu'il l'intensifie, qu'il la limite. Soyons clairs, limiter ici ne signifie pas corseter, brider, figer le mouvement de l'être. Limiter signifie ménager, mesurer, ordonner, régler des intervalles, diastéma, régler des intervalles qui structurent le déploiement de l'être, en sorte que celui-ci ne tourne pas au chaos, au risque de la dispersion, de l'épuisement et de la disparition, mais au contraire trouve son rythme qui structure et dilate le temps et l'espace. Alors ça, bon, dans le néoplatonisme, évidemment, la question du temps et de l'espace sont des questions mineures, mais ce que nous donne à penser cette réflexion sur le déploiement de l'être dans le néoplatonisme nous conduit à réfléchir sur ce que j'appelle une poétique transcendantale, c'est-à-dire sur les conditions de constitution ou de construction de notre rapport au temps et à l'espace. La technique comme limitation de l'être, et aujourd'hui, puisque l'être c'est l'homme, comme auto-limitation de la production, selon le sens du moins que nous venons de donner à la limite, voilà une définition qui peut paraître surprenante, paradoxale même, au sens propre du terme paradoxe, qui va contre l'opinion courante, mais qui, à mon sens, dit quelque chose d'essentiel de ce qu'est la technique, sa signification profonde et originaire, l'enveloppe protectrice dont parle le roi Gourand, il s'agit bien de ça, qui vaut pour toute technique, mais qui aujourd'hui est totalement oubliée. Merci de votre patience. Quelques questions. Oui. Allez-y. Merci pour cette conférence passionnante. Vous avez parlé de la boîte noire. C'est un rapport aux boîtes noires d'Avignon, vous pouvez les ouvrir? Non, on ne peut pas les ouvrir. Même les services, Non, on peut pas. C'est ça, c'est l'idée. C'est une idée géniale. Bon, Hayek écrit son bouquin en 73. Il y a déjà presque 20 ans de cybernétique derrière. Bon, c'est évidemment la théorie de la cybernétique. On assiste à l'émergence de la théorie des systèmes complexes, à peu près en même temps, à la théorie du chaos. Donc, à ces théories qui considèrent qu'on ne peut plus formaliser les interactions parce qu'il y a trop de données, trop de variables, et que donc on est obligé d'utiliser, alors pour l'économie, des opérateurs extrêmement généraux
et extrêmement abstrait, hein, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la théorie monétariste de Milton Friedman. On agit sur l'économie uniquement en pilotant la masse monétaire pour ne pas assécher ou ne pas noyer la boîte noire, le moteur de la boîte noire. Bon. Mais si on l'ouvre, c'est-à-dire si on commence à vouloir agir selon une méthode unilatérale, du style, je vais promulguer telle loi pour favoriser tel type de production, etc. Il y a dans cette logique-là, il y a nécessairement des effets pervers qui rendent impossible l'obtention de l'effet désiré. Voilà. C'est la base du pilotage libéral de l'économie. Alors dans les faits, c'est beaucoup plus complexe, mais dans la doctrine d'Hayek et de Friedman, qui sont deux doctrines tout de même assez cohérentes, l'une par rapport à l'autre, dans la doctrine de ces théoriciens qui ont joué un rôle considérable dans la Reaganomics, comme on appelait ça, et c'est un moment considérable de l'histoire de l'Occident et de l'histoire du monde, que ce que Reagan a mis en place, ou ses conseillers, enfin peu importe. La transformation du capitalisme américain dans les années 80 a eu un impact considérable sur toute la face du monde. Considérable. L'histoire du XXe siècle, du point de vue économique, se scinde en deux parties. Vous avez la crise de 29, et de 1930 à 1980, une sorte de dirigisme, planisme, ou de... Bon. Quand François Fillon disait « je suis gaulliste, je suis libéral, je suis gaulliste ». Alors, il est vrai que le conseiller du général de Gaulle, Jacques Rueff, était un doctrinaire libéral au sens classique et néoclassique que j'ai défini. Mais je comprends bien que de Gaulle ait pris Jacques Rueff comme conseiller économique dans une société où, je le rappelle, la plupart, presque quasiment toutes les banques étaient nationalisées. Il faut le rappeler. Et le général de Gaulle a dénationalisé aucune banque. EDF était nationalisé. Renault était une régie. Bon. Du jour au lendemain, le gouvernement pouvait taxer ce qu'il voulait, pouvait bloquer les prix et les salaires. Du jour au lendemain. Et sur l'ensemble du territoire. Donc je comprends que dans un cadre économique comme celui-ci, on ait ressenti le besoin d'avoir en contrepartie un économiste libéral. Bon. Aujourd'hui, je pense que la situation est totalement inverse. Donc, jusque dans les années 80, 75, jusqu'à la crise pétrolière, la première, la seconde surtout 79, on a eu un régime extrêmement dirigiste et qui reposait sur les outils classiques et néoclassiques. Avec la période 80, s'est mis en place la marchandisation générale de la société. Voilà. Ce que les anglo-saxons... Moi, je pense que ce qu'on appelle mondialisation et ce que les anglo-saxons appellent d'un meilleur terme globalisation, c'est cela. Ce n'est pas l'extension du commerce international, c'est le fait, la globalisation, l'essence ou le nœud, le principe de la globalisation, c'est le fait que tout relève du marché. Voilà. C'est la colonisation de la vie humaine, enfin, par le marché. Oui, par cette abstraction-là. Oui. 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 On peut penser psychanalytiquement au moipeau dans les yeux, des choses comme ça. Hein? Le moipeau dans les yeux, c'est-à-dire ce qui protège l'individu de son intimité, dans l'interface extérieure-intérieure. Oui, ça c'est sûr. Oui. J'ai l'impression que ça, c'est devenu une imagino avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors, vous parlez du dirigisme d'une époque, je crois que ces techniques sont pas. C'est-à-dire que les individus qu'on a envie de cibler, on les cible. Qu'on a envie de deviner, on les devine. Si aujourd'hui il y a des ciblages par Facebook, on a des publicités qui nous reviennent de façon très très personnalisée. Alors, je crois que ce moipeau, c'est une imagino. Oui, alors c'est juste, mais vous voyez, ces big data, puisqu'il s'agit de ça, ou ces algorithmes, puisqu'il s'agit de ça, c'est drôle parce que finalement, il y a une course entre une idéologie libérale
et puis la conception d'outils de régulation, finalement, de plus en plus intrusifs. Mais on ne dira jamais que ces outils sont des outils de gouvernement, sont des outils de direction. Ce sont des outils de régulation, ce sont des outils insidieux qui ne revendiquent aucune souveraineté, alors que ce sont des outils qui sont tout de même au cœur de la constitution des systèmes de domination. Ce sont donc de la domination honteuse. Voilà. Des outils de gouvernementalité. De gouvernance. Ouais, oui. De gouvernance. On a la CNIL. Oui, mais tout ça, c'est de la gouvernance. C'est-à-dire, bon, on a des 1000 outils de régulation dont le but n'est absolument pas de défendre les libertés des uns et des autres, mais de réguler la machine sociale. Une formule magnifique qui disait que le gouvernement ne doit pas s'occuper de la jouissance des gens parce que c'était trop dangereux. Il avait dit ça à une émission, un apostrophe, je me rappelle, et j'ai trouvé que c'était une formule qui était datée. Oui, parce que mais alors la jouissance, alors c'est vrai, la jouissance, c'est vrai que oui, mais ça fait partie, la jouissance, ça fait partie c'est un des carburants de cette machine. Il faut la nourrir, il faut la faire. Et la jouissance, bon, alors la jouissance, il y aurait long à dire sur cette jouissance. Oui. Au tout économique, donc, Oui. tu as opposé le symbolique, Oui. en t'appuyant sur le juriste français. Maurice Oriou, doyen de Et l'Université de Toulouse. et je vois mal comment le symbolique existe à la force centripète. Oui, alors le symbolique, il est là, mais il est tout de même, pour le coup, au service de cette force, de cette force centripète ou centrifuge, on ne sait pas dans quel sens elle tourne, mais c'est vrai que le symbolique est un prétexte, il est au service de cela. Bon, moi, j'ai rien, pas d'autre chose à dire, j'ai beaucoup insisté sur ce point, que nous avons besoin d'institutionnalisation. Nous avons besoin de fabriquer des institutions, avec des missions, avec des moyens. Bon. Mais le néolibéral. Ah non, il n'y a plus d'institutions. Ouais, Oui. tu vas, ces oppositions adverses. On fait ce travail. Choix. Oui, non, mais on fait. C'est pour ça. C'est pour ça que. Enfin, autrement, je ne ferais pas. J'aurais pas. Avec le symbolique, tu n'aurais pas la machine, l'automatique, oui, la machine. Non, alors, je fais mon travail de petite fourmi, et là où je suis, et déjà le fait de dire, mais on parle beaucoup de développement durable, mais j'aimerais qu'on soit cohérent, et qu'on aille jusqu'au bout de la logique de cette notion. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour nos savoirs? Eh bien, je pense que j'apporte, après, c'est une goutte dans l'océan, bien sûr. Mais je crois que c'est mieux que de dire « Ah, on va faire de la politique, on va transformer le monde, et demain, on aura un système productif 100% écologique. » Bon. Je veux dire, il y a encore tout un travail à faire. Bon, et il faut le faire. Et venir... Bon, en 68... il fallait être bien habile pour se dire, ah mais finalement ce mouvement de révolte ou de contestation sociale, c'est la base du renouvellement néolibéral du capitalisme. Il fallait être bien habile. Et pourtant, avec le recul du temps, on est en droit de le dire. Bon. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et il se peut, encore une fois, j'ai daté 30, 70, 75, 79, peu importe. Raymond Barre, qui est grande figure par ailleurs, qui est probablement celui qui a compris ça en premier, est arrivé au pouvoir. Alors, ministre des Finances en 74, Premier ministre en 76. Thatcher, Premier ministre en 79, c'est ça.
Reagan en 80. Voilà. Hein, donc là, il s'est passé quelque chose dans les trois principaux, à cette époque, trois principaux pays. Aujourd'hui, on ne dirait pas ça. Mais en 75, 76, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, convergence, ça avait un impact formidable. Bon. Et je pense, je pense que la crise de 2007-2008 aurait dû et a engagé certainement des modifications. Bon, personne ne veut aujourd'hui véritablement prendre en compte les enjeux de ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Ou en tout cas pas d'un point de vue, je mets des guillemets, épistémologique. Point de vue politique, militance, etc., ce qu'on veut. Mais d'un point de vue théorique, je trouve que c'est ce premier ébranlement de cet ordre-là, de l'ordre reaganien, il faut lui rendre à César ce qui lui appartient, de la Reaganomics, et bien le premier ébranlement n'a pas encore fait son travail de taupe. Et donc, dans 20, 30, 40 ans, peut-être que... Et qui dit qu'il ne faut pas, au contraire, pour donner du souffle à cette nouvelle théorie, il ne faut pas d'abord un affrontement direct, violent, avec la machine économique. Oui, ça c'est pas, mais c'est pas inenvisageable. Hein. Pour enrayer la machine. Oui, c'est pas inenvisageable. Je ne crois pas au travail de taux. Enfin, franchement. C'est drôle, regarde. Van Mies a écrit la première version de l'action humaine en Suisse en 1940. En allemand, autrichien. Il est en exil, il est en Suisse. Et il écrit une théorie de l'économie nationale. C'est le titre original du texte. Après, le livre est enrichi, etc. Mais, donc, tu me diras que définir la praxéologie le jour même où Hitler envahit la France, presque, c'était pas évident non plus. Voilà. Écrit d'exil. C'est bien un travail de taupe, ça. Écrit d'exil, oui. Ah, je te sens pressé dans des coups. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas la même violence. La violence nazie n'est pas du même ordre. Oui, non, mais je dis oui, mais... La violence économique ne se sent, elle est presque abstraite. Oui, mais tu as raison. Mais la violence, la violence nazie avait aussi une ambition globalisante. Il y avait des... Oui, mais c'était une violence... Alors, alors, pour le dire de façon plus générale, bon, et peut-être, il y a eu en Russie, en Italie et un peu en Allemagne, mais en Russie et en Italie, il y a eu des mouvements politiques que l'on connaît qui ont eu une assise philosophique extrêmement forte. Il faut rappeler que Lénine est d'abord un philosophe. Bon, philosophe roi, je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est un philosophe. Il faut rappeler que le mouvement fasciste s'est appuyé sur les travaux théoriques d'un grand philosophe. Bon, on ne va pas polémiquer. Giovanni Gentile, Esprit, acte pur, c'est un livre extrêmement trapu, important, intéressant. Giovanni Gentile, qui a joué un rôle très important dans la formation de l'intellectualité italienne entre les deux guerres et juste après la guerre. Giovanni Gentile est celui qui a rédigé, dans la grande encyclopédie Einaudi du fascisme, qui a rédigé l'article « Fascisme ». Et c'est extrêmement trapu. Voilà. Donc, et puis après, mais ça je ne vais pas rentrer dans les débats, le rapport d'Heidegger avec la grandeur du mouvement allemand, etc. Il y a de la philosophie dans ces années-là.
Et cette philosophie, alors peut-être un peu pathologique, hein, je veux dire, je vais pas. Cette philosophie entretient un rapport extrêmement fort à la question de la puissance, du pouvoir, de la domination. Ça, c'est fini. Bon. Et c'est heureux parce que. Leur rapport ou la philosophie? Non, ce rapport, hein, je veux dire, la fondation du système politique à travers une prise de position métaphysique sur l'essence de la puissance. C'est ça, hein? C'est ça. Gentile, bon, Lénine, c'est peut-être... Gentile, c'est particulier. Ou Schmitt, oui, mais Schmitt n'a pas eu... C'est une formation de n'a pas eu, par exemple, la carrière, ni Heidegger, n'ont eu la carrière politique de Gentile. Ministre de l'Éducation en 24, les fascistissimes sur l'éducation. Mussolini, les lois fascistissimes de Giovanni Gentile sur l'éducation. Bon, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais je veux dire par là, il y a eu un moment où la question de la puissance que l'idéalisme avait mis en place au XIXe siècle a structuré l'histoire politique européenne. Voilà. Aujourd'hui, notre histoire politique est structurée par la théorie économique et par ce type de sciences sociales. Mais on le sait, ça fait depuis 30-40 ans qu'on nous dit que c'est comme ça, que les sciences sociales... Bon, j'invente rien. Alors simplement, ça signifie que le savoir a toujours sa place, que le travail du savoir a toujours un impact, et donc il faut faire ce travail. Après, il faut le faire. Oui, bien sûr, c'est pareil, il ne s'agit pas de s'en dispenser. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que si le travail de Marx Oui. est adossé, si tu veux, À une évolution. des mouvements Oui. violents, Oui. ouvriers. C'est indissociable. S'il a eu du souffle, c'est que c'était porté par la... Oui, mais regarde, comme quoi l'histoire est dialectique et même un peu trompeuse et perverse. Parce que le succès de Marx, parce qu'il y a un véritable succès théorique, au-delà de Lénine, au-delà, ou à côté de Lénine, eh ben, le succès de Marx, qui l'a fait? C'est Schumpeter, en disant assurément, les forces productives doivent triompher des rapports de production. Alors c'est plus compliqué, mais il y a toute une part, Schumpeter a écrit sur Marx, souligner la grandeur de Marx, c'est l'un des seuls économistes mainstream de son époque à avoir fait ce travail-là. Mais c'est un esprit malin, habile. Il dit, bon, mais enfin, soyons clairs, les forces productives, c'est qui? C'est l'entrepreneuriat. Bon. C'est ça. Et voilà. Et donc toute la théorie de la croissance, etc., repose sur cette idée-là. Toute la théorie de la croissance de Schumpeter repose sur cette idée-là. Et la théorie de la destruction créatrice, c'est l'idée, effectivement, que la puissance d'entreprise a à elle-même la capacité de construire, d'assurer son renouvellement dans une sorte de dynamique comme ça, jetée dans le vide. Voilà. Alors, comme Schumpeter restait tout de même un peu conservateur dans l'esprit, sa sociologie, alors, sa théorie de l'entrepreneur, sa théorie de la croissance va tout à fait dans ce sens-là, mais sa sociologie, elle est un peu plus peureuse. Et il dit, oui, mais enfin, soyons clairs, une bourgeoisie sans aristocratie, c'est-à-dire une classe productive sans une classe oisive, ça se termine mal. Dans le même livre où il fait la théorie de la destruction créatrice, il a cette théorie des deux élites, une théorie romaine, Sénat, chevalier, etc., théorie de la République romaine, qui est totalement contraire à son intuition. Mais si Marx est aujourd'hui dominant, c'est grâce aux théories de la croissance de Schumpeter. D'où ce qu'on peut appeler les marxistes de droite,
en France, c'est-à-dire Jacques Attali, Alain Minc. Attali a écrit ou fait écrire un ouvrage sur Marx qui est bon, un peu, mais pas mal, quoi. Enfin, on voit bien ce que c'est que ce marxisme, cette vulgate marxiste qui circule à travers la médiation schumpeterienne aujourd'hui dans l'idéologie managériale et dans la Mais la on ne pra- trouve pas ça aussi, excusez-moi, je vous coupe, mais dans un livre de Negri et Hart, qui était l'Empire, Oui. où déjà on assiste à une revalorisation de tout l'apport schumpeterien dans le regard qu'il portait lui-même sur le marxisme. Finalement, cette idée que la colonisation de toutes les sphères de l'existence par la logique mercantile amènera nécessairement par un travail dialectique la prise de conscience par une nouvelle classe qu'on appelle la classe culturelle. Enfin, Le peuple, pour non, parce Negri. que je pensais aux travaux de Daniel Bell, quoi, avec les contradictions culturelles du capitalisme, cette idée que la progression dialectique du capitalisme, justement dans les années 60, rend possible l'apparition d'une classe toute nouvelle qu'on appelle la classe créative. Oui, Enfin, tous les travaux de Yann Moulier-Boutin oui. sur ces choses-là. C'était l'époque formidable, Yann Moulier-Boutin, les années 90. On appelait le capitalisme cognitif. Voilà. Alors, je vais dire juste 2 mots sur le capitalisme cognitif, mais je reviens à Negri, à Hart et Negri. Ils sont, eux aussi, des théoriciens de la croissance endogène. Mais ils conçoivent cette croissance endogène de façon... Alors, on va utiliser un peu la terminologie de la praxis aristotélicienne. C'est l'acte immanent, c'est-à-dire ce qui est important, là où le capitalisme doit aller jusqu'au bout de sa vérité, au sens de Deleuze, c'est qu'il doit sortir d'un système de production abstrait de biens et de services pour se mettre au service de l'autoproduction du peuple. Voilà, c'est ça la grande idée d'Hart et Negri, l'autoproduction du peuple à travers son système productif. Et donc on a un modèle endogène, c'est-à-dire que tout doit être au service de la transformation comme autoproduction de la communauté. Donc on retrouve primat de la subjectivité sur la production objective, mais c'est des trucs qu'on trouve chez, comment s'appelle-t-il, Habermas, c'est une belle synthèse de toute cette histoire-là, mais dans un sens marxiste ou dans un sens schumpeterien, peu importe. Il y a une logique de destruction créatrice aussi qui est en jeu dans ce type d'idéologie. Voilà. En ce qui concerne le capitalisme cognitif, la notion de développement durable a été formulée pour la première fois dans un rapport de l'ONU, la Commission sur l'environnement, qui s'appelle le rapport Brundtland, qui était une ancienne ministre de l'écologie norvégienne, devenue Premier ministre de Norvège, et qui date de 1987. Et ce rapport Brundtland, c'est le début de toute cette diplomatie environnementale qui occupe la scène internationale régulièrement. Ce rapport Brundtland est une réponse, en réalité, au fameux rapport de Rome de 1972, rapport Meadows, qui est le fameux rapport, la théorie de la croissance zéro. Avec cette idée, alors évidemment, avec cette idée, on ne peut pas, il faut qu'on relance un projet de croissance qui tienne compte des avertissements du rapport Meadows sans projet décroissantistes. Bon. Et alors, la conjonction historique a voulu que, très peu de temps après, il y ait cette explosion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on a cru que ces nouvelles technologies, en 1990, jusqu'en 2000, où il y a eu l'explosion de l'abus d'Internet, mais pendant ces 10 ans, la période clintonienne, ce qui distingue la période clintonienne de la période reaganienne, pendant ces 10 ans, il y a eu un très fort espoir
fixé sur ces nouvelles technologies comme l'instrument du développement durable, en se disant, ces nouvelles technologies, elles ont le triple mérite d'être propres, capitalisme matériel, enfin, vous voyez, d'être propres, de relancer la croissance et d'être favorable au développement des compétences humaines. C'est un objet complexe, etc. Et d'ouvrir, alors ça c'est les grandes thèses de Moulier-Boutan, d'ouvrir une nouvelle époque post-industrielle, propre, gazeuse, je ne sais pas comment... Bon, bref, on sait maintenant, et ça je partage tout à fait les analyses de Bernard Stiegler, on sait maintenant que le post-industriel, c'est de l'hyper-industriel. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies sont au service d'une intensification du système productif dans ses formes les plus traditionnelles d'usure des moyens de production. Voilà. Donc, on se retrouve à la case départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument magique. Il n'y a pas de nouvelles technologies comme ça qu'on sort de la poche et qui résoudrait l'ensemble. C'est pour ça que j'en appelle à un travail de fond, un travail de réflexion théorique sur les notions fondamentales et en particulier sur les notions fondamentales de l'économie, si on m'accorde que le développement durable, c'est d'abord une théorie économique. Je voulais juste une dernière question, excusez-moi. Une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que vous entendez, parce que vous avez soulevé le problème et je l'ai relevé, par néoproductivisme? Ah oui, ça c'est formidable. Néoproductivisme. C'est une chose très précise, néoproductivisme. C'est une notion que l'on est en droit d'attribuer ou par laquelle on est en droit de qualifier un autre prix Nobel d'économie, extrêmement célèbre, qui s'appelle Robert Solow. Et il faut savoir que Robert Solow, qui est encore en vie, c'est un prix Nobel d'économie 82, 80, peu importe, des années 80. Il faut savoir que Robert Solow est celui qui a permis cet immense succès de l'ouvrage de Piketty aux États-Unis. C'est le protecteur de Thomas Piketty. Et néoproductiviste, ça veut dire très précisément cela. Ça veut dire, nous devons, ça c'est le rapport Brundtland de 87, nous devons assurer la transmission du capital aux générations futures. Principe général. Principe de la responsabilité à l'égard des générations futures. Formulé expressément dans le rapport Brundtland en 87. Qui renvoie au livre de Jonas de 79, etc. Mais vous voyez, on est dans des périodes assez proches. Bon, alors Solow, mais Solow, il écrit ça avant. Je pense qu'il écrit quasiment là, entre 79 et 87. Vous voyez, il y a vraiment un nœud. Il dit une chose. Il dit oui, c'est vrai, mais il faut savoir que le capital, c'est trois choses. C'est du capital naturel, et les ressources naturelles. C'est du capital financier et c'est du capital technologique. Et notre responsabilité à l'égard des générations futures, c'est de transmettre le même montant global de capital. Pas nécessairement de préserver les ressources naturelles, mais si pour telle ou telle raison, on épuise telle ou telle ressource naturelle, de se donner les moyens financiers ou technologiques pour compenser la prédation naturelle. Alors, néo, parce que c'est une théorie qui tient compte des principes du développement durable tels qu'ils sont formulés dans cette période, là, dans les années 80, et puis productiviste, parce que vous l'avez compris, tant qu'il y a de la croissance ou du développement au sens productiviste du terme, vous aurez une augmentation du capital financier et vous aurez une augmentation du capital technologique. Voilà. Donc c'est ce que nous avons aujourd'hui. Simplement,
on commence à se poser des questions sérieuses sur l'état du capital naturel. Mais vraiment sérieuses. Voilà. Merci.